Our second presenter this morning is Claire Chatelain, who is a chargée de recherche au CNRS and member of the Institut de recherche historique du Septentrion. Her research focuses on the social history of family connections and relations among the great families of the Parisian bourgeoisie, the social practices of domestic life and relations between the sexes, and the history of separations among couples and the use of the law in these various domains. She is author of a book entitled Chronique d'une ascension sociale, exercice de la parenté chez de grands officiers parisiens, 16e à 17e siècle, published by the Édition de l'École des Hautes Études in 2009. Today she will speak to many of the subjects that interest her in her talk entitled Position et rôle dans la parenté, ce que fait le lien sur les individus 16e au 18e siècle, Paris, élite urbaine. Je ne sais pas si le micro est broché. Oui, merci. Merci beaucoup, Hilary, et merci à Michael de m'avoir si chaleureusement invité à être parmi vous aujourd'hui. Alors, la question que je me pose est la suivante. Alors que très souvent, dans l'étude de l'évolution des pratiques matrimoniales et des formes de l'alliance, les acteurs sont réduits à être de simples noms, censés être gouvernés par des normes structurales et donc disparaissent derrière ces normes. L'interrogation qui est mienne et qui est un peu naïve consiste à se demander comment ces acteurs vivaient ces choix matrimoniaux qui leur était imposé, qui était imposé aux individus, bon gré, mal gré, avec tout l'éventail des possibles, allant du consentement au refus déguisé. En particulier du côté de celles qui étaient données en mariage, c'est-à-dire les épouses. Quelles conséquences relationnelles de ces alliances, notamment du côté du fils de ces femmes qui étaient données en mariage, une situation trop contraignante ou trop paradoxale, n'amenait-elle pas ces actrices et ces acteurs à vouloir réaménager leurs relations pour les rendre plus vivables, et selon quelles compétences alors? Est-ce que, autrement dit, cela pouvait être facteur de changement historique, ou être en tout cas un élément de changement institutionnel et social? Et si oui, par l'utilisation de quels moyens institutionnels par ces acteurs? En prenant un auteur comme Tristan l'Hermite, auteur du premier roman français à teneur autobiographique, Le Page disgracié, pour en tirer une étude de cas et le reprocher aujourd'hui d'un autre cas qui est celui de Jean-Joseph Surin, jésuite exorciste du célèbre couvent des possédés de Loudun. Mon intention n'est pas de décider, comme l'avait fait Lynn Hunt, le roman familial freudien de l'après-guerre de religion ou de la reconstruction nobiliaire très difficile en France, ni de procéder à une histoire des émotions en genre, comme l'a fait par exemple Olivia Weiser dans un article de la French Historical Studies paru en 2013, mais tout en retenant l'approche en genre comme un moyen heuristique indispensable, de m'interroger sur les conditions d'une psychohistoire avec 36 guillemets, effectuée à partir de l'observation des positions dans la parenté et des rôles qui en découlent, de la temporalité de la représentation de l'expression subjective des acteurs, à quel moment et comment celle-ci leur permet-elle d'accéder par l'écriture, la codification littéraire, à une forme d'expression partagée avec un public. Alors, je verrai tout d'abord brièvement comment caractériser les situations successorales et les positions mère-fils, comment ces régimes de genre, induites par les logiques sociales étudiées, ces logiques structurales, peuvent finalement amener à des positions fortement subjectives, et de quelle manière peut-on
entendre que la forme d'action par lesquelles elle se manifeste constitue un élément de modification des pratiques sociales. Alors, avec le cas de Tristan l'Hermite, écrivain qui est issu d'une noblesse seconde déclassée et appauvrie, on a affaire à un cas certes exceptionnel, mais dont la configuration familiale l'était beaucoup moins. Un autre itinéraire, donc comme celui du jésuite bordelais Jean-Joseph Surin, présente des analogies, des similitudes qui ne sont pas évidentes au premier coup d'œil, mais qui existent. Je vais essayer de vous en convaincre. Ils sont tout d'abord exactement issus de la même génération. Surin provient lui aussi d'une petite gentilhommerie alliée à la magistrature d'office, qui a connu de grandes difficultés systémiques, et ils sont tous les deux dans le rejet des États que leur famille leur avait assignés et dans une forme de fuite. Les deux ont laissé une œuvre extrêmement forte, d'inspiration profane pour le premier, religieuse ou plutôt spirituelle pour le second, et tous deux ont en commun d'avoir écrit au temps de leur maturité intellectuelle à la première personne du singulier, tout en bénéficiant d'un lectorat de réseaux urbains et nobiliaires affirmés. Alors, je vais examiner de façon plus particulière maintenant le rapport de ceux qui ont été aussi deux fils à leur mère. Alors, Michel de Certeau, qui avait fait une édition critique remarquable de la correspondance de Surin, après avoir examiné l'échange de lettres entre le jeune homme et sa mère, remarquait que cette mère s'était comportée de façon dominatrice et omnipotente vis-à-vis de son fils. Et quel que soit le jugement un peu anachronique de cette analyse de Certeau, on peut en retenir la fréquence des rapports au quotidien entre mère et fils, rapports liés à la gestion des biens domestiques et patrimoniaux. Michel de Certeau avait cloisonné les approches, d'un côté le domaine des relations familiales, de l'autre celle de l'économie domestique. Or, c'est leur mise en rapport qui est intéressante par le croisement des sources, et dans les deux cas, ces sources sont exceptionnellement bavardes, abondantes. Pour Tristan, la prise en compte de son œuvre littéraire, qui est composée de pièces de théâtre, du roman autobiographique, de lettres publiées, tout comme des actes des archives notariées, permet de confronter les données de son histoire familiale et les interprétations que l'écrivain eut à propos de cette histoire familiale. L'œuvre littéraire est donc prise ici comme action d'écriture qui comporte des indices, des empreintes d'action qui sont indexées et menées à partir de ce que l'on peut appeler le champ hors texte, celui des pratiques. Autrement dit, il s'agit d'un travail d'écriture situé. C'est en cela qu'il est intéressant. Dans son œuvre autobiographique, Le Page disgracié, paru en 1642, le paradoxe premier veut que Tristan fait très peu état de sa mère. Il parle davantage de la façon dont son père a obtenu en mariage celle-ci. Pierre l'Hermite, le père de Tristan, était condamné à mort à la suite d'un meurtre crapuleux, d'une forme de raquette pendant les guerres de religion. Et c'est Pierre Miron, son futur beau-père, qui lui a sauvé la vie et qui a doté sa fille en permettant au père de Tristan de racheter différentes parts de la seigneurie familiale du Saulier et de s'établir. Et en échange, celui-ci, en dérogeant à la coutume de Paris, a fait don entre vifs de la seigneurie du Saulier à son épouse pour lui assurer un douaire, une rente en cas de mort, de prédécès. Or, dans les deux cas, Surin comme l'Hermite, c'est le douaire de ses mères qui a pesé très lourdement sur le destin de la seigneurie familiale et sur le devenir des fils. C'est le problème de ce douaire qui explique, à mon avis, le silence de la mère dans le roman Sur la mer, dans le roman autobiographique de Tristan, parce que, d'après les enseignements tirés des archives, le rapport de Tristan à sa mère était extrêmement compliqué. Après la mort de son père, en 1627, le frère de Tristan lui-même et sa mère détiennent la seigneurie du Saulier en indivis. Tristan doit démêler un procès dû au fait que sa mère, pour réaliser son douaire, pour obtenir une rente, a vendu en cachette de ses fils la seigneurie du Saulier. Alors,
Tristan, en 1629, Tristan était extrêmement fier de son ascendance paternelle. Il se réclamait plutôt de sa patrilignée que de sa matrilignée. Il a choisi le nom de Tristan en hommage à des ancêtres glorieux, plus ou moins fictifs, de ce côté-là. Et il a alors affirmé publiquement qu'il avait été spolié, volé par sa mère, et que celle-ci avait été manipulée. L'affaire s'est résolue par le fait qu'en 1636, la mère de Tristan a fait don à son fils de l'ensemble de ses droits matrimoniaux en le chargeant de résoudre ce problème de seigneurie hypothéquée. Dans les deux cas, Surin comme l'ermite, qui ne se situe pas pourtant dans les mêmes aires juridiques, l'un donc dans le Bordelais et l'autre en Creuse, dans le centre de la France, on retrouve cette expérience due à des difficultés économiques, de la même situation d'indivision de l'héritage seigneurial, dû au versement du douaire de la mère de Tristan dans le premier cas, de la grand-mère paternelle de Surin dans le second cas, qui s'appelait Jeanne Seguin, et la coexistence de la mère et de deux fils sur la seigneurie, pour le cas de Surin, la seigneurie de Chelivette. Dans les deux cas, l'établissement des fils a souffert de cette situation d'immobilisation du capital patrimonial et les deux fils ont connu des difficultés pour s'établir ensuite. Voilà. Ainsi, l'on peut essayer de cerner l'acteur individuel dans une configuration relationnelle dont certains marqueurs anthropologiques et juridiques sont fondateurs de sa position. Et de façon pratique, cette position est conditionnée, on le voit, par la position de la mère, qui paraît exercer une hypothèque exorbitante au nom de son lignage sur le lignage de l'époux et de ses fils. Néanmoins, c'est le choix de la profession d'auteur à succès qui a permis à notre écrivain de renforcer un réseau parisien, d'envisager un procès que sa mère n'était pas à même de poursuivre et d'agir finalement comme le chef de la famille, l'homme qui bénéficiait de l'autorité morale et du capital symbolique le plus important. Pourtant, au départ, le choix de la profession d'écrivain paraissait extrêmement hasardeux, beaucoup plus hasardeux que l'aurait été celui d'un office. Surin est également issu par son père de la magistrature bordelaise, profession qu'il a rejetée, tout comme Tristan. Ils sont tous les deux dans le rejet de cet ethos de la magistrature et des états que leur famille aurait bien voulu leur voir assigner. Et de ce point de vue, ils sont représentatifs d'une génération, comme les travaux de Marc Fumaroli d'une part et de Barbara Diffendorf d'autre part l'ont montré à propos de nombreux cas. Dans les deux cas, ils attestent de liens de sociabilité qui s'établissent en recoupant ceux de la parenté nobiliaire dont ils sont issus, mais avec une action qui leur permet de s'extraire d'un rapport exclusif à celle-ci. Bien entendu, les uns comme les autres sont en train de poursuivre des actions professionnelles spécifiques, des tactiques de positionnement dans leurs champs respectifs qui visent à renforcer leur insertion socio-professionnelle, mais à chaque fois selon un plan qui leur permet de valoriser la particularité, voire l'excentricité de leurs capacités propres. D'où la difficulté à classer par exemple Tristan dans une sociologie de la littérature. Je renvoie aux travaux d'Alain Viala, qui classe Tristan comme un auteur ayant une stratégie de succès littéraire, mais qui ne poursuit pas des buts académiques, mais tout de même Tristan a fini par être élu à l'Académie française. Ou encore, pour reprendre l'exemple de Surin, qui est le héros d'un mysticisme subjectif qui a eu des adeptes à son époque, mais qui n'a jamais pu être un candidat à la canonisation, et pour cause. Alors, ces acteurs ne travaillent pas à la stricte reproduction de leur position familiale, celle-ci comportant trop de contradictions pour être supportable. Tristan ne s'est pas marié, et c'est son frère puiné, Jean-Baptiste, qui a épousé une cousine d'Armande Béjart, et qui a assuré la continuité de la lignée. Surin, bien entendu, étant jésuite, n'a pu se reproduire. Et du point de vue de la parenté,
ils choisissent plutôt une position d'autorité morale au sein de celle-ci, dont rend compte leur appartenance à des institutions qui sont situées en dehors de leur parenté consanguine, mais où ils entraînent leurs frères, ou leurs frères ou leurs sœurs. L'étude ici de la position généalogique spécifique de la mère et des fils et des rôles sociaux qu'elle entraîne permet de bien voir qu'en situant cette relation, nous voyons que l'importance structurale du lignage de la mère est très forte et que la position de ce lignage éclipse en quelque sorte la possibilité pour cette mère d'exister comme mère dans l'institution de sa descendance masculine. Et cela permet, à mon sens, de situer un régime de genre. Si l'on y réfléchit bien, la modalité de son rapport en genre est déterminée ici par le mode de résidence matrimoniale, et la résidence virilocale est ici déterminante, c'est-à-dire le fait que la mère aille habiter dans le berceau de la lignée du mari. Si le lignage de la mère domine le jeu social par la jeunesse du mariage, comme on l'a vu, et Tristan entame sa carrière à la cour grâce à l'appui du lignage maternel, sa mère, quant à elle, est une exilée qui vit en Creuse, province du centre de la France, de la seigneurie du Saulier, que son fils décrit comme une femme influençable et faible, qui est chez les Lermites et qui n'a pas de prise sur le cours des choses. Or, les travaux des anthropologues actuels, tels Nicole Claude Mathieu, mettent l'accent sur le lien entre le mode de résidence matrimoniale et le régime de genre, surtout lorsque ce régime de genre est inclus dans une économie lignagère, comme c'est le cas ici. Elle insiste sur le fait que dans les sociétés contemporaines d'Afrique de l'Ouest actuelle, la maternité serait moins opérationnelle en société virilocale, et elle le serait davantage en société néolocale ou matrilocale, c'est-à-dire lorsque la mère réside dans le lignage des siens, où les communautés de femmes développeraient une plus forte conscience de soi et de leurs prérogatives, et où la domination masculine serait moins forte. En tout cas, l'héroïne tristanienne correspond à ce personnage en creux de la mer, peu investi dans le maternage de ses fils, semblant plutôt empêcher leur établissement ou en tout cas en étant en situation de concurrence patrimoniale vis-à-vis d'eux. Tristan n'a cessé dans son œuvre de présenter des femmes froides, dominatrices, très peu maternelles, ce qui était le propre des héroïnes de tragédie, souvent dévorées de passions incestueuses vis-à-vis de leurs propres alliés, et dont le modèle paraît bien être à cet égard Marianne, l'héroïne de la tragédie, la première tragédie, jouée en 1636, l'année exacte de la transaction de Tristan avec sa mère. Alors, certes, cette Marianne donc, est animée d'un sentiment d'appartenance familiale farouche à sa propre lignée et finit par être tuée par son mari, Hérode, pourtant fou amoureux d'elle, mais comme elle est un reproche permanent vis-à-vis des meurtres qu'Hérode a commis, puisqu'il a tué son père et son beau-frère pour s'emparer de la couronne d'Israël, Hérode, jaloux et furieux, finit par tuer sa femme et sombre à son tour dans la folie. Or, si on connaît bien les modèles littéraires dont Tristan a tiré les schémas narratifs de cette œuvre, de ses œuvres en général, on sait également très bien quels sont les moments de ces intrigues qu'il a lui-même créées et inventées. On connaît également les réactions de son public, extrêmement touché par le rôle d'Hérode, y compris d'ailleurs le cardinal de Richelieu qui soupirait à ce propos fortement. Alors, dans cette pièce, il faut retenir surtout que Marianne apparaît comme la créancière absolue de son mari et que l'on pourrait prendre d'autres exemples de ces signes de maternité difficiles en régime de mariage hypogamique. Maintenant, il s'agit de penser à l'échelle des individus comment ceux-ci pouvaient s'efforcer de résoudre ces situations ou en tout cas de les travailler. En 1736, au moment du don maternel à Tristan, du point de vue patrimonial, donc aucun miracle, la seigneurie familiale a été vendue
il y a eu échec de la transmission, des inscriptions nobiliaires et terriennes de Tristan, qui est devenu, comme son frère, un auteur parisien à succès. Néanmoins, lorsque la situation d'indivision a été résolue, Tristan avait été consacré, comme je vous l'ai dit, le chef moral de sa famille. Et en 1642, alors qu'il sort du service de Gaston d'Orléans, se retrouve sans patron, noble, il publie Le Page disgracié comme une sorte de manifeste de soi. Il s'agit du premier roman autobiographique français, extrêmement picaresque d'inspiration, et tout se passe dans l'écriture de ce roman comme si la résolution de son identité sociale par Tristan passait par une affirmation publique extrêmement forte de sa subjectivité, certes romancée, et en cela, il proposait à son lectorat un dialogue et un champ d'échange. Il paraît que, contrairement à la Marianne, le roman a eu très peu de succès, mais il est vrai qu'il est paru un an avant le début de la Fronde. Quant au jésuite Jean-Joseph Surin, après 20 ans de ce que l'on appellerait aujourd'hui une dépression profonde, de réclusion, de mutisme et de mélancolie, il pensait être damné sur terre après avoir exorcisé la supérieure du couvent des possédés de Loudun, Jeanne des Anges. Et il était... Tout s'est passé un peu comme s'il y avait eu un transfert de possession entre sa patiente, enfin sa fidèle, entre guillemets, enfin, la femme dont il avait charge d'âme, et lui-même. Et lorsqu'au bout de 20 ans, il est sorti de ce moment, de cette réclusion, de ce silence, il a rédigé l'ensemble de son œuvre, y compris une science expérimentale, où il narre son itinéraire spirituel et ses échanges avec cette femme, entre autres, une sorte d'autobiographie dans le style d'Ignace de Loyola. L'hypothèse est donc que ces écrits portent la trace de montages de sociabilité en mutation et en rendent compte par la temporalité de leur écriture et de leur publication. L'hypothèse serait alors qu'avec son expérience familiale et sociale propre, et en la travaillant à partir des modèles littéraires disponibles, Tristan a pu proposer au public un espace de rencontre, de projection vraisemblable, c'est-à-dire selon le modèle aristotélicien du vraisemblable, pas vrai mais vraisemblable, le Page commençant d'ailleurs par un dialogue en forme de lettre avec son dédicataire Tyrinthe et finit par un pacte de lecture anti-mélancolie. Tout comme la science expérimentale prolonge toute une correspondance poursuivie par Surin avec ses ouailles et des dialogues mystiques qui rendent compte de l'expérience d'une âme, songeons au titre, en science expérimentale. Des communautés de lecture sont donc appelées par ces écrits. Je conclus, ces deux cas individuels différents nous permettent de voir tous deux des acteurs s'instituant comme sujets par l'écriture et la narration. Narration, écriture plus ou moins travaillée d'une expérience existentielle et d'une fuite, marquée par Tristan par le déclassement nobiliaire, l'entrée dans la profession d'auteur, une quête de fortune et d'affirmation de son talent propre, une entrée pour Surin dans un ordre religieux militant nouveau, mais une irruption dans la folie et le sentiment d'être damné sur terre. Il ne s'agit pas tant d'aveu en quête d'absolution que de narration de soi, à partir d'une expérience de conflit et d'abjection qui permet de dessiner une communauté de lecture. Dans l'analyse que je vous ai proposée, le partage en genre, si on peut parler ainsi, est pris en compte, notamment la place problématique des mères vis-à-vis de leurs fils lorsque le mariage est hypogamique. Ces liens s'édifient dans une expérience de désintrication vis-à-vis de la parenté nobiliaire, de désindifférenciation en quelque sorte, qui permet un éloignement des fils vis-à-vis de cette parenté au profit d'autres logiques d'appartenance sociale. Se sont expérimentés ici des positionnements sociaux et des statuts
difficilement reproductibles. Ce ne sont pas des exemples, ce sont des cas qui ne sont pas tout à fait des exemples, mais qui se prêtent cependant à la forme du récit de soi public, comme s'ils avaient fondé ou comme s'ils allaient fonder quelque chose de nouveau. Je vous remercie de votre attention.